Les gènes sont égoïstes. Cette phrase choc, lancée par Richard Dawkins en 1976 dans son livre Le gène égoïste, a révolutionné la biologie évolutionniste et déclenché un débat intense sur notre existence. Dawkins proposait une vision où l'égoïsme et la compétition dominent, remettant en question la perception romantique de l'évolution. À la fin des années 1970, la biologie moléculaire bouleversait les théories établies. Dans ce contexte, Dawkins plaida que les gènes sont les véritables unités de sélection naturelle, transférant le paradigme de la survie des individus vers celle des gènes. Cela souleva des questions sur la coopération et l'altruisme dans les sociétés animales et humaines, ouvrant la voie à des recherches sur ces comportements complexes. Les idées de Dawkins se sont vite diffusées dans la culture populaire, souvent déformées et simplifiées. Certains y virent une justification de l'individualisme humain. Cette interprétation a engendré des débats sur les implications éthiques de ces théories, questionnant notre compréhension de l'altruisme. Pendant ce temps, Charles Darwin, à bord du HMS Beagle, explorait des écosystèmes variés. Ce voyage monumental, qui commença en 1831 et dura près de 5 ans, l'emmena vers des terres encore inexplorées, à travers l'Atlantique et jusqu'à la magnifique et mystérieuse archipel des Galapagos, où il découvrit des paysages fascinants, des plages de sable noir volcanique aux forêts luxuriantes. L'air était chargé des cris d'oiseaux exotiques et de l'odeur salée de l'océan. Ces îles furent un tournant. Là, il observa des différences entre espèces similaires vivant sur des îles voisines. Ce phénomène, qu'il nomma spéciation, mettait en lumière l'idée d'adaptation et de sélection naturelle. Ses croquis, ses notes détaillées, et même ses réflexions les plus intimes, toutes ces observations témoignaient de sa passion pour la complexité de la vie. Ce que Darwin voyait dans la nature était un ballet d'interactions, un enchevêtrement inextricable d'adaptation et de lutte pour la survie. Chaque observation contribuait à l'édification de sa théorie. Les pinsons des Galapagos, par exemple, présentaient des variations de bec fascinantes, adaptées à la nourriture disponible sur chaque île. Darwin nota comment sur une île, les becs étaient longs et fins, parfaits pour extraire des insectes des crevasses, tandis que sur une autre, ils étaient courts et robustes, idéaux pour casser les graines dures. Darwin écrivait dans son journal « Je ne peux m'empêcher de penser que ces différences si légères, si imperceptibles, sont le fil conducteur du grand ouvrage de la nature. » L'environnement, jouant un rôle central dans la sélection des traits favorables, démontrait que seuls les mieux adaptés survivent. Son constat révolutionna la vision de la vie, remettant en question les idées dominantes de son époque, ancrées dans une vision immuable des espèces. Cependant, les théories de Darwin furent controversées. Sa publication de l'origine des espèces en 1859 provoqua une tempête intellectuelle, défiant les croyances religieuses en promouvant l'évolution comme un processus naturel. Le livre, bien qu'écrit dans un langage accessible, était un défi audacieux à des siècles de doctrines établies. Les critiques fusèrent, le qualifiant d'hérétique, mais certains tentèrent de concilier sa science avec la foi. Parmi les opposants se trouvaient des figures influentes, comme l'évêque Samuel Wilberforce, qui s'opposa à Darwin lors d'un débat célèbre à l'université d'Oxford le 30 juin 1860. Ce débat, qui rassembla des scientifiques et des membres du clergé, fut plus qu'une simple confrontation intellectuelle. Il devint un symbole de la lutte entre science et religion, entre la tradition et la modernité. Wilberforce, avec une rhétorique émotive, tenta de ridiculiser les idées de Darwin, en demandant si l'homme avait vraiment descendu du singe, provoquant des rires dans l'auditoire. Darwin, quant à lui, observait avec la distance d'un observateur, mais à l'intérieur, il ressentait le poids de la pression sociale qui s'exerçait sur lui. Malgré l'opposition, Darwin persista. Il accumula les preuves pour établir la sélection naturelle comme une vérité observable. Chaque nouvel échantillon qu'il rapportait, chaque observation minutieuse sur le terrain renforçait ses hypothèses. Son engagement envers la science était inébranlable, et sa correspondance avec d'autres scientifiques de l'époque, comme Thomas Huxley, est remplie de réflexions sur les défis qu'il devait surmonter. Huxley, surnommé le « bulldog de Darwin », se battait pour la science, et sa défense ardente des idées de Darwin lors de débats publics souligna l'importance de l'approche scientifique, même face aux profondes convictions religieuses de l'époque. Darwin écrivait à Huxley « Je suis rongé par le doute, et pourtant j'ai la conviction que la vérité finira par triompher. » Sa détermination face à ces obstacles, publiant et partageant ses découvertes, montre son engagement envers la science. Les tragédies personnelles, comme la perte de sa fille Annie en 1851, ont ajouté à ses angoisses. Annie, qui était pour lui une source de joie, un rayon de lumière, agonisa pendant des mois avant de succomber à la fièvre typhoïde. Ce bouleversement personnel ébranla Darwin au plus profond de son être. Dans son journal, il dépeint des paysages désolés, illustrant comment sa lutte personnelle contre la douleur et le chagrin se mêlait à ses réflexions scientifiques. Il trouva refuge dans son travail, se plongeant dans ses recherches pour fuir la douleur de cette perte. Son écriture, marquée par la douleur et l'espoir, témoigne d'un homme en quête de vérité, luttant contre ses propres démons tout en cherchant à percer les mystères de la vie. Dans les pages de son journal, il admit « Je suis souvent abattu, mais il y a dans la nature une beauté si profonde qu'elle me pousse à continuer. »
Cette dualité entre la souffrance personnelle et la quête scientifique forgea son caractère à travers les années, illustrant comment un esprit brillant peut être façonné par les épreuves. Les idées du gène égoïste de Dawkins, bien que postérieures, s'enracinent dans les travaux de Darwin. Le concept même que les gènes, en tant qu'agents autonomes, puissent influencer le comportement et la survie des espèces, trace une réflexion sur l'égoïsme et l'altruisme. Cela remet en question notre humanité. Sommes-nous vraiment altruistes, ou notre comportement est-il intrinsèquement guidé par nos gènes? Il s'agit d'une question qui traverse les époques, une quête qui a commencé avec Darwin au XIXe siècle et qui s'est poursuivie avec les réflexions contemporaines de Dawkins. Dans une société confrontée à des crises majeures, les idées de Dawkins nous incitent à réévaluer notre rôle collectif. Le gène égoïste peut aussi catalyser la coopération, car même dans les comportements soumis à la sélection, le groupe peut prospérer lorsque les individus travaillent ensemble. La dualité entre égoïsme et altruisme reste un enjeu primordial de notre histoire, et son héritage se ressent dans les débats contemporains sur l'éthique et la science. Des questions sur la génétique, la biologie comportementale et même l'intelligence artificielle trouvent leurs racines dans cette lutte pour comprendre notre place dans le monde vivant. Alors que nous progressons dans ce siècle complexe, il est essentiel de considérer les implications de nos actions et motivations. Les réflexions de Dawkins, fondées sur la science, nous invitent à une introspection sur notre nature. En intégrant ces enseignements, nous pouvons enrichir notre compréhension de nous-mêmes et de nos relations. Le voyage intellectuel de Darwin, ses luttes, ses découvertes, et sa résilience face à l'adversité sont le témoignage d'un héritage intemporel, celui d'un homme qui a osé défier les conventions pour comprendre la vérité sur la vie. Ainsi, la quête de Darwin ne s'arrête pas à ses écrits. Elle continue à résonner à travers les âges, interrogeant sans relâche notre humanité, nous poussant à contempler la complexité de notre existence et le lien profond que nous partageons avec le reste du vivant. Que serons-nous, nous qui marchons sur cette terre, sinon les héritiers de ces réflexions?